Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Rentrée sportive 2021-2022. Nous allons faire, à l'occasion de ces 2 heures où nous allons passer ensemble, une revue des actualités, des dossiers d'actualité de la rentrée sportive. L'objectif est de situer les éléments sur des points précis dont nous avons des connaissances précises pour vous permettre de démarrer au mieux cette rentrée sportive. Alors, ces thématiques, vous avez pu les lire dans l'ordre du jour. C'est des thématiques relatives à la rentrée sportive, la dématérialisation des licences et l'honorabilité. Et enfin, nous passerons à un temps un peu plus important sur le pass sanitaire qui soulève beaucoup de questions de votre part et également de la part des clubs. Pour ces différentes thématiques, nous avons prévu plusieurs intervenants qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, je me présente, je m'appelle Cécile Legrand, je suis responsable du service pratique, adhésion et formation à la Fédération française de randonnée pédestre. Nous sommes actuellement en pleine préparation et accompagnement, bien sûr, de cette rentrée sportive avec le secteur adhésion. Et nous travaillons également sur le plan fédéral qui va être décliné auprès de vos territoires. Nous aurons l'occasion de pouvoir également avoir une intervention de Bruno Lamort. Bruno, je te laisse peut-être te présenter, si tu as la possibilité d'ouvrir ta caméra désormais. Normalement, je te l'ai ouverte, donc je pense que tu peux ouvrir ta caméra. Voilà. Ok, bon. Eh bien, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je suis donc président de la commission pratique adhésion depuis l'année dernière, depuis décembre de l'année dernière. On a donc pas mal travaillé sur toute cette fin d'année sportive, sur la reprise, sur de nouveaux titres d'adhésion. Vous avez vu passer les passes découvertes. Et évidemment sur la reprise au niveau de la rentrée, donc avec notamment la dématérialisation, qui était quand même un point assez important et nouveau pour nous, même si d'autres fédérations l'ont déjà fait. Pour nous et pour nos adhérents, c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, cette saison à la rentrée, nous avons le problème du pass sanitaire. On essaiera de l'aborder le mieux possible pour vous l'expliquer et expliquer la position de la fédération, mais la position du ministère des Sports en fait. Et voilà un petit peu tout ce qu'on va pouvoir vous expliquer au sujet pendant ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Je repasse la parole à Cécile. Merci Bruno. Nous avons également Richard Carlon, notre nouveau directeur technique national qui est présent parmi nous. Richard, est-ce que tu veux dire 2 mots de présentation? Oui, merci Cécile. Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis effectivement donc, le nouveau directeur technique en poste depuis à peine quelques jours. J'ose à peine parler de semaine. En tout cas, pas encore un mois. Donc, voilà. Donc, on n'a évidemment pas encore eu l'occasion de se rencontrer physiquement. J'ai eu la chance de participer au séminaire des présidents de région la semaine dernière et je mesure à quel point les territoires sont riches d'innovation et d'initiatives. Cette fédération a la singularité d'avoir un échelon dans son développement territorial très important au niveau des départements. Toutes les fédérations n'ont pas ce niveau de structuration au niveau des départements et donc je mesure à quel point votre rôle est crucial dans notre capacité d'action et dans notre capacité à déployer le projet fédéral. Donc, je ne doute pas qu'on aura l'occasion de multiplier les rencontres, ne serait-ce que pour échanger autour encore une fois, des bonnes pratiques et de tout ce que vous faites dans les territoires. L'actualité est un peu compliquée, hein. J'arrive dans un contexte où, ma foi, le Covid a laissé quelques traces. Néanmoins, je vous propose, même si ce sujet est à l'ordre du jour, de partager peut-être quelques notes positives, à la fois le sentiment que la crise est malgré tout maîtrisée et qu'on va vers des jours meilleurs. En tout cas, j'espère que
les entraves à la pratique et les contraintes qui pèsent sur notre organisation vont se lever définitivement et progressivement. Et puis, quelques signes encourageants. Lisa nous a fait parvenir des premières statistiques sur les prises de licence qui montrent un signe de reprise. Donc, il me semble que l'heure est à l'optimisme et à une vision positive des choses. Donc, voilà, je vais assister à ces échanges. Je vais regarder avec attention la nature des questions que vous poserez. Pour aussi découvrir et mesurer le champ de vos préoccupations, sans doute légitimes. Et puis, ben, j'espère qu'on aura des occasions prochaines de se voir, y compris de se voir physiquement, car voilà, la visio apporte beaucoup de souplesse et remplace beaucoup de choses, mais voilà, j'espère qu'on arrivera à se voir rapidement. Voilà, Cécile, pour moi. On t'entend pas. J'avais pas mon son. Merci, Richard. Donc, nous aurons également en intervenant du jour Lisa et Louis. Je vous laisse vous présenter, Lisa et Louis. Alors, donc, bonjour, donc Lisa Gauthier, chargée du secteur adhésion. Donc, je m'occupe de vous, des comités, hein, donc, des clubs et des licenciés. Donc, voilà, on accompagne, on essaye de développer tout ce qui est l'adhésion. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on fait ce webinaire de rentrée sportive pour vous aussi vous accompagner. Merci Lisa. Louis? Bonjour à tous, donc Louis Néer, chargé de développement des pratiques et de l'adhésion. Donc je m'occupe notamment de l'accompagnement sur le développement des clubs, aussi de l'accompagnement des commissions régionales pratiques adhésion et de l'accompagnement du développement des clubs grâce notamment aux dispositifs de financement que sont le PSD et le PSF, Plan solidaire de développement et projet sportif fédéral. Donc voilà, j'aurai l'occasion de redévelopper avec ceux d'entre vous qui seraient intéressés ces sujets-là. Et donc, j'ai hâte aussi de vous parler de toutes ces nouveautés de la saison sportive. Merci Louis. Donc, sur le déroulé de ce webinaire, en introduction, je vous parlais de ces 4 thématiques que nous avons identifiées pour aujourd'hui. Donc, la première thématique portera sur le bilan de l'adhésion, hein, pour que vous ayez quand même quelques chiffres. Et puis, qu'on puisse vous réexpliquer les documents qui ont été envoyés à l'occasion de la rentrée sportive et puis des nouveautés qui ont accompagné cette rentrée. La deuxième thématique portera sur la dématérialisation des supports licences. La troisième thématique sur l'honorabilité, le contrôle de l'honorabilité. Et enfin, la dernière thématique sur le pass sanitaire. Donc, comme je vous l'ai expliqué en amont, à la fin de chaque thématique, il y a 5 minutes de questions-réponses, enfin 5 ou plus, hein, c'est pas, voilà, en fonction des questions que vous avez sur chacune des thématiques. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions et puis nous essaierons d'y répondre. Allez, on va démarrer sur la première thématique. Je vais laisser Louis prendre en charge cette thématique et vous faire son intervention. Alors, on va commencer donc ce webinaire par un petit bilan adhésion et sur la campagne de rentrée sportive. Donc d'abord, on voulait vous parler quand même de l'impact de la crise sanitaire et le bilan. Donc Richard l'a dit, on a des estimations sur ce début de saison, enfin en tout cas une prise de licence sur ce début de saison qui est assez positive et ça contrebalance avec les résultats des 2 dernières saisons, puisque d'abord en 2019, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire a recensé 16,43 millions de licences. Donc c'est une quantité importante. Par contre, sur la première saison 2020, donc de la crise Covid, on a vu que ce soit pour les disciplines olympiques ou non, il y avait une baisse de licenciés assez importante, hein, de 15 à 20%. Et il faudra s'attendre, alors il faudra s'attendre, c'était les propos de la ministre Roxana Maracineanu sur la saison 2020-2021, donc qui vient de se terminer, à une baisse de 20 à 30%. Donc nous, du côté de la Fédération française de randonnée pédestre, on a enregistré une baisse de un petit peu moins de 15%. Donc, on est plutôt inférieur aux baisses des autres fédérations. Pourquoi aussi? Parce que, et ça c'est un message important qu'on veut faire passer, parce qu'on est tout de même un sport de nature et que évidemment les contraintes liées au sport de nature ont été moins importantes que certains sports en intérieur, que peuvent être le handball, le basket ou des sports de combat où il y a eu des restrictions sanitaires un petit peu plus importantes, voire même l'interdiction ou la fin de la pratique sportive sur ces sports, et que nous, malgré des restrictions sanitaires très contraignantes, on a tout de même eu une possibilité de pratique sportive et surtout de reprise
de la pratique sportive à la fin, en fin de saison, ou en tout cas au printemps et pour l'été. Donc sur le bilan de cette crise sanitaire, évidemment, et de l'impact que ça a eu sur la fédération, il y a eu cette complexité de mise en œuvre du dispositif sanitaire, comme vous avez pu tous le remarquer, club ou comité, avec les restrictions de nombre de personnes, avec les restrictions liées aux gestes barrières, avec les restrictions liées au covoiturage. Néanmoins, on a vu qu'il y a eu quand même beaucoup de clubs qui avaient mis en place, avec ces restrictions, un certain nombre de sorties et qui ont réussi à continuer la pratique sportive, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est important pour nos adhérents, cette pratique sportive, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue sanitaire. On voit avec la rando santé l'importance aussi que ça peut avoir, et aussi tout ce qui est lié au décrochement des adhérents de la pratique sportive, aussi au lien social qu'il peut y avoir entre nos clubs, nos présidents et les adhérents. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est très important et que la crise sanitaire a pu impacter tout au long de ces 2 ans ou ces 1 an et demi de crise. Il y a eu un impact très fort aussi sur les manifestations et les compétitions. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait noter aussi, puisqu'il y a eu énormément d'annulations et ça a un impact aussi sur notre rentrée sportive, puisqu'on sait que les manifestations, c'est ce qui aussi amène une partie des adhérents à la rentrée sportive. Au niveau des chiffres clés, plus de 200 000 licenciés donc sur la dernière saison sportive, un peu moins de 15% de baisse, 3340 clubs, quasiment à moins 2,2% sur la saison sportive, et une baisse des licenciés par club, évidemment, qui maintenant, on a des clubs un peu plus petits avec la perte d'adhérents, donc 61 licenciés par club. Et enfin, depuis 2016, on estime à 152 clubs en net. Donc la différence entre les clubs qui rejoignent la Fédé et les clubs qui partent de la fédération, on a eu une perte de plus de 150 clubs depuis 2016. Donc voilà, une perte assez importante au niveau de ces chiffres. Sur les documents de la rentrée sportive, comme vous pouvez le voir, on a mis en place une toute nouvelle charte graphique avec des nouveaux visuels, des nouvelles phrases aussi, des nouveaux messages, et si votre club adhérait à la FF Randonnée, puisque c'est aussi une partie importante. Mais sur la charte graphique, on peut y voir aussi la multiplicité des pratiques qui sont mises en valeur sur cette affiche. Donc, vous pouvez y voir une grande partie des pratiques qui sont proposées à la fédération, que ce soit la pratique individuelle, la pratique associative, les différentes disciplines avec la raquette à neige, la marche nordique ou le longe-côte, et aussi la manière de pratiquer avec la compétition, le loisir, comme je disais aussi la pratique individuelle. C'est vraiment pour montrer la diversité des pratiques qui sont proposées aujourd'hui à la fédération par nos clubs et par l'ensemble des clubs de la fédération. Sur la préparation pour la rentrée sportive, au niveau des documents et de tout ce qu'on a pu vous envoyer au club et envoyer au comité, il y a eu des documents print et digitaux. C'est important aussi. Aujourd'hui, la communication digitale fait partie intégrante d'une grande partie des clubs et surtout des comités. On a envoyé des courriers, des notes qui décrivent un petit peu la rentrée sportive et toutes les nouveautés. On a aussi fait un tout nouveau guide club, j'en parlerai tout à l'heure. Des flyers, des affiches, des vidéos aussi, et toutes les déclinaisons digitales avec les signatures, avec les photos de couverture, etc. On a aussi toujours le memento réglementation des activités de marche et de randonnée, à l'intérieur duquel vous pouvez trouver un certain nombre de règles, de réglementations liées à la pratique de la randonnée pédestre et qui sert beaucoup dans la formation et au niveau des animateurs. On est en train de mettre à jour aussi le dossier d'affiliation, et ça c'est notamment pour les comités, cette information-là, puisque c'est un dossier d'affiliation qui va avoir vocation à vous aider à attirer plus de clubs dans vos comités. Et puis enfin, des documents complémentaires liés à la dématérialisation et au pass découverte, donc produit qu'on a sorti au début de l'été. Au niveau des informations essentielles pour cette nouvelle saison, pas d'augmentation du tarif de la licence. C'était évidemment une des promesses sur cette saison sportive. Une personnalisation des tarifs aussi dans les territoires lors de l'envoi au club. Donc voilà, ne pas hésiter aussi à bien communiquer sur les surcotisations qui sont mises en place dans les comités, puisque certains clubs parfois ne comprennent pas pourquoi les tarifs ne sont pas identiques à ceux affichés sur le site internet. Pas de prélèvement sur le plan solidaire de développement, puisque le plan solidaire de développement est lié à la croissance, et comme il n'y a pas eu de croissance depuis 2 saisons, il n'y a pas de prélèvement sur le plan solidaire de développement. Tous les documents ont évidemment été mis sur la base documentaire, et on a également mis des nouveautés
une petite nouveauté, des documents sur le site internet, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, il y a des formations ARA qui sont organisées sur le système de gestion de la vie fédérale. Là, très récemment, enfin très prochainement sur la formation du 22 septembre, on est quasiment complet. Mais par contre, on en organise tout au long de l'année, notamment pour les nouveaux présidents, les nouveaux responsables adhésion et toutes les nouvelles personnes qui pourraient avoir besoin d'utiliser ce système. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet de formation pour trouver ces propositions de formation. Les enjeux de cette rentrée sportive. On va en parler tout à l'heure, les conditions de pratique évidemment, le pass sanitaire. Depuis 2020, on sait que ça c'est un enjeu très important pour la reprise d'activité, la reprise de la pratique sportive. Attirer des nouveaux clubs, toujours très important. On a cette volonté, notamment dans les comités, d'attirer de plus en plus de clubs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des zones qui sont très difficiles d'accès, on va dire, pour les adhérents qui souhaiteraient rejoindre des clubs, avec des distances qui peuvent être assez grandes pour un pratiquant pour atteindre un club. Notre volonté, c'est toujours d'avoir des clubs partout en France, sur tout le territoire français, avoir un maillage territorial assez fort pour pouvoir attirer les adhérents qui pourraient être un peu isolés et qui pourraient avoir des clubs pas très loin de chez eux. Ça, c'est une vraie volonté de notre part. Aussi, rassurer les adhérents et en capter de nouveaux. On va fournir des argumentaires pour les clubs et pour les comités pour essayer d'attirer des adhérents et en capter des nouveaux, mais rassurer aussi sur la pratique sportive, de la randonnée, en plein air, sport de nature, voilà, toute cette sémantique-là va être extrêmement importante pour les clubs et pour les comités pour attirer des nouveaux adhérents vers la fédération. Cette transformation numérique dont on parlait tout à l'heure, accompagner les clubs toujours vers la communication digitale, vers la création de sites internet aussi, qui sont une vitrine très importante pour les clubs aujourd'hui pour attirer des adhérents, et toute cette transformation numérique qui va permettre aujourd'hui aux clubs de se mettre en valeur, pas que du point de vue des adhérents, aussi du point de vue des institutions, de tous leurs partenaires commerciaux, mais aussi institutionnels avec les mairies, les conseils départementaux ou régionaux. Ça, c'est vraiment important. Et puis enfin, les passes découvertes. On ne vous en parlera pas aujourd'hui en précision parce que c'est un produit qu'on a déjà sorti, mais il ne faut pas hésiter à nous poser des questions si vous avez encore des questions sur ces nouveaux produits. Donc, passes découvertes qui sont disponibles pour 1 jour, 8 jours ou 30 jours et qui permettent notamment au club de proposer un produit sur un court terme à certains adhérents, par exemple, certains adhérents qui n'auraient pas de licence, à certaines nouvelles personnes qui n'auraient pas de licence pour participer à des baptêmes, participer à des voyages, à des manifestations exceptionnelles ou aux activités du club sur une courte période pour notamment des touristes qui seraient intéressés par la pratique en club. Sur les nouveautés, j'en parlais en introduction, le guide club, qui est aujourd'hui le guide qui regroupe le guide vie fédérale et le guide assurance. Donc pour rappel, le guide vie fédérale est plutôt axé sur tout ce qui est affiliation des clubs, prise de licence, toutes les informations importantes pour le club sur la rentrée sportive et sur la prise de licence. Le guide assurance qui répond à toutes vos questions autour de l'assurance. Qu'est-ce qui est assuré dans le cadre des activités de mon club, qu'est-ce que m'assure la prise de licence, etc. Et une toute nouvelle partie qui est la partie développement, qui est un peu un guide développement du club, où on indique au club, on donne quelques techniques, quelques conseils sur le développement du club, que ce soit d'un point de vue communication, d'un point de vue partenariat, comment attirer des nouveaux adhérents. Voilà, c'est toute une partie de développement, comment mon club va se développer à la fédération et comment la fédération aide le club dans son développement. La dématérialisation des supports, titres licence, carte baliseur et passe découverte, dont Lisa présentera tout à l'heure les contours. L'espace club sur le site internet, c'est un tout nouvel espace que vous trouvez donc sur le site internet sur nos clubs espace club. Et c'est là où en fait vous allez trouver un certain nombre d'informations et notamment un point important, les tutoriels club qu'on a créés très récemment. Ce sont des tutoriels qui présentent l'ensemble des actions à réaliser sur le système de gestion de la vie fédérale lors de la rentrée sportive. Donc d'abord une présentation du système de gestion, ensuite la prise de licence, la prise d'affiliation, toutes les informations sur l'accueil du club, et puis ensuite la prise de Passion Rando Magazine, enfin la prise d'abonnement Passion Rando Magazine ou GR Access, les manifestations exceptionnelles, etc. Vous trouverez tous ces tutoriels sur notre chaîne YouTube, mais également sur l'espace club, sur le site internet. On présente aussi les dispositifs de financement, un tout nouveau bon de commande en ligne qui va permettre
au comité et au club de nous transmettre leurs commandes de documents flyers, que ce soit les flyers de rentrée sportive, les affiches, les flyers des pratiques, hein, puisqu'on rappelle qu'il y a des flyers pour l'ensemble des pratiques proposées par la fédération, par nos clubs et tous les documents en fait que vous allez trouver lors de la rentrée sportive ou tout au long de l'année vont être disponibles sur ce bon de commande en ligne que vous trouverez sur l'espace club sur le site internet. Et enfin, une petite optimisation aussi du site internet avec un nouvel espace fédéral que vous trouvez en haut à droite de l'accueil du site internet qui va vous renvoyer sur 3 parties, le système de gestion de la vie fédérale, la déclaration de sinistre et la base documentaire. C'était une demande des clubs et des comités puisqu'on avait un petit peu des difficultés à trouver en fait cet espace fédéral, même sur la nomination. Donc là, désormais, quand vous cliquez dessus, on vous renvoie sur une page avec l'accès à ces 3 sites ou 3 accès particuliers, donc SGVF, déclaration des sinistres et base documentaire. Voilà, je vois qu'il n'y a pas trop de questions dans le forum. Peut-être que j'ai été assez clair. Merci Louis. Bah, c'est très clair. Alors en effet, non, a priori pas de questions dans le forum. Tous ces éléments ont été reçus, donc parce on avait eu la question sur le dernier webinaire. Normalement, première semaine de juillet, entre fin juin et autour du 10 juillet, pour l'ensemble des clubs et des comités. Donc ces documents, vous les avez reçus en amont, vous les avez peut-être consultés, vous avez eu peut-être l'occasion d'aller sur nos sites internet et sur la base documentaire pour retrouver les éléments de la rentrée. Donc voilà, a priori, vous en avez déjà pris connaissance. Une question, Louis, de Christelle. Est-ce que le bulletin d'adhésion pour les licences comité est disponible? Alors, de mémoire, je crois que nous en avons parlé hier avec Lisa. Donc, Lisa, si tu peux répondre à la question. Oui, alors, j'ai eu la demande à travers Adrien Bachelier, qui est donc conseiller territorial, et donc je lui ai transmis le document, en fait, effectivement. Donc oui, il est disponible. Voilà. Donc, si vous êtes passé par votre conseiller ATP, eh bien, en l'occurrence, si c'est Adrien, il vous le transmettra. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'association et puis nous vous le ferons parvenir. Alors, des documents n'ont pas été reçus en Vienne début juillet. Vous aviez dû faire une demande de renvoi. Donc là, c'est le comité de la Vienne. Donc, a priori, vous avez redemandé à recevoir les documents. Donc là, il y a peut-être eu une erreur au niveau de l'adresse. Il faudra en effet vérifier avec le service association. Si vous les avez bien reçus, pas de problème. Si vous les avez toujours pas reçus, n'hésitez pas à revenir vers nous si il vous manque des éléments. Alors, ce qu'on peut dire aussi, puisque Louis vous a présenté le document en ligne pour pouvoir commander vos flyers, vos affiches. Dans ce document, il existe également une partie liée au nouveau club, au club entrant. Tu peux en parler, Louis, du coup, parce qu'on a créé un kit de communication pour ces clubs. Tout à fait. Donc en fait, on a aussi sur le bon de commande en ligne la possibilité de commander un pack rentrée. Donc en fait, c'est vraiment un pack pour soit les nouveaux clubs qui arrivent, soit les clubs qui n'auraient pas reçu leurs documents, même si parfois voilà, ils ont besoin de plus de documents, donc ça peut être affiné. Mais dans le pack rentrée, voilà, si vous souhaitez commander un pack rentrée sur le bon de commande, vous sélectionnez le pack rentrée et en fait directement dans ce pack, vous y trouverez les affiches, les flyers, un certain nombre de flyers pratiques pour vous présenter l'ensemble des pratiques de la fédération et voilà, tous les documents en fait de la rentrée sportive seront réunis dans un seul pack. Aussi le flyer formation, etc. Merci Louis. Donc, je vois pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer aux thématiques suivantes. Lisa, je te laisse prendre la main du coup pour présenter la dématérialisation des licences. Alors, je vais tout d'abord commencer par, alors, vous avez peut-être déjà vu, hein, mais par vous repartager donc la vidéo que nous avons créée là-dessus, qui donne déjà un bon aperçu de la dématérialisation.
On a un problème de son, Cécile. Attends, j'ai rien touché. Je vais continuer la vidéo. Je suis désolée pour ceux pour qui ça fonctionne plus. Et de toute façon, je reviendrai après parce que là, pour l'instant, j'avoue que techniquement, j'ai pas. Je sais pas si quelqu'un a entendu le son, en fait. Alors, visiblement, vous êtes un certain nombre à ne pas avoir entendu ni le son et parfois certains n'ont pas vu la vidéo. Donc, de toute façon, Lisa va bien vous réexpliquer du coup cette thématique sur la dématérialisation des supports licences. Vous pouvez également retrouver cette vidéo sur, entre autres, hein, sur notre page internet, sur l'onglet dématérialisation, où on a remis voilà, toutes ces informations-là et la vidéo. N'hésitez pas à les consulter pour la revoir pour ceux pour qui ça n'a pas fonctionné. Donc, comme c'est indiqué, donc, à partir de cette rentrée, tous nos supports papier des licences, cartes baliseurs et bases découvertes sont dématérialisés. C'est une première étape sur la dématérialisation. On va voir dans le futur si on pousse plus loin, mais voilà, c'est déjà une première étape dans cette démarche. C'est-à-dire que donc il n'existe plus aucun support papier pour tout ça. C'est aussi plus simple et moins de démarches administratives pour vous en tant que comité ou en tant que club. C'est aussi plus rapide puisque, comme indiqué dans la vidéo précédente, dès que une licence est enregistrée et renouvelée ou créée, le système envoie automatiquement un mail avec en pièce jointe la licence. Et voilà, dans le contenu du mail, un certain nombre d'informations et un document annexe également. Mais c'est voilà, instantané, donc c'est plus simple à ce niveau-là. Et puis, surtout, le licencié peut retrouver sa licence à tout moment. Également, comme indiqué dans l'espace Mon compte du site internet ffrandonnée.fr. Il peut également voilà, l'utiliser sur son téléphone, sur tout support qu'il souhaite. Alors, pour la question des personnes qui n'ont pas d'adresse mail ou pas Internet, ou qui n'ont pas voilà, accès à cette possibilité-là, le président du club ou le responsable d'adhésion ou du comité peut à tout moment, dans le système de gestion, retrouver en fait la licence en PDF et après avoir avec le licencié ce qu'il souhaite être fait. Soit le club ou le comité imprime sur une feuille blanche classique la carte licence et la transmet au licencié, ou il peut aussi l'envoyer sur une adresse mail que le licencié n'aurait pas souhaité indiquer dans le système de gestion, et à ce moment-là, voilà, ils s'arrangent entre eux. Alors, pour les licences familiales, puisqu'il est souvent question de comment faire quand deux personnes, un couple, ont la même adresse mail. Donc, dans le système de gestion, il n'est actuellement toujours pas possible de pouvoir mettre plusieurs fois la même adresse mail pour plusieurs personnes. En revanche, si, voilà, pour un couple, on conseille de prendre à ce moment-là une licence familiale, et le fonctionnement qui sera alors, c'est que il y aura alors autant de mails, comme c'est indiqué, que de rattachés, mais un mail sera envoyé pour chaque personne, mais sur la même adresse mail qui est l'adresse mail du titulaire. Donc c'est important à ce moment-là, s'il y a un choix à faire, que ça soit que l'adresse mail soit indiquée sur la personne qui est titulaire de la licence familiale, et il recevra par mail tous les mails pour tous ces rattachés. Donc voilà, encore une fois, vraiment, s'il y a un choix à faire, c'est vraiment cette adresse mail-là qui est importante à compléter. Alors,
avant de revenir aux questions, je souhaitais profiter aussi de ce webinaire pour montrer un petit peu les nouveautés du coup qui ont été amenées dans le système de gestion, puisque forcément cela a amené des petites modifications à faire. Donc, pour rappel, hein, vous pouvez retrouver aussi les tutoriels vidéo sur notre site internet. On a créé un onglet Espace Club, hein, donc où vous retrouvez ça. Donc, n'hésitez pas à consulter ces vidéos et à communiquer sur ces vidéos pour que voilà, ça puisse être maîtrisé au maximum par tout le monde. Alors, je prends quelques instants. Lisa va vous montrer du coup sur le système de façon un petit peu plus précise les évolutions qu'il y a dans le système liées à cette dématérialisation, et puis on passera après à vos questions. On a commencé un peu à les recenser. C'est ça, donc comme je vous disais, hein, au moment où vous renouvelez ou vous créez une licence, ça envoie automatiquement un mail. Mais, alors pour information, nous sommes sur notre gestion pré-prod, hein, puisque celui que vous utilisez, c'est la prod, hein, mais on a un pré-prod dans lequel on fait nos tests, voilà, on expérimente un petit peu avant de mettre en prod, justement. Et donc, c'est un club fictif. Hein, donc, toutes ces personnes-là sont fictives et c'est un club fictif. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à l'anonymat des personnes. Donc, vous retrouvez, par exemple, en bas, donc là, vous pouvez télécharger la licence PDF, hein, comme je vous expliquais, pour ensuite, encore une fois, l'imprimer ou l'envoyer par mail. Et vous avez aussi ce bouton-là, envoyer la carte licence par email. Alors, pourquoi? Sachant que, comme je vous disais, c'est envoyé automatiquement. C'est envoyé automatiquement si la personne a une adresse mail renseignée. Si ça n'est pas le cas au moment de l'enregistrement du renouvellement de la création ou de la création de la licence, vous pouvez le faire a posteriori, donc renseigner si ça ne l'était pas le cas. Et à ce moment-là, vous avez simplement à cliquer envoyer la carte licence par email et ça enverra sur l'adresse mail que vous venez de renseigner a posteriori le mail automatique avec la licence en pièce jointe. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, si c'est renseigné dans le système de gestion, de la télécharger, de créer votre mail vous-même. Mais voilà, encore une faut-il que ça soit dans le système. Vous avez aussi la possibilité, alors c'est sur le même fonctionnement qu'avant, hein, qui était sur le fait d'imprimer, mais donc maintenant ça s'appelle télécharger. Si vous avez besoin justement de télécharger pour ensuite imprimer pour les différentes personnes, soit vous choisissez une personne en particulier ou vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Là-dessus, voilà. Enfin, là, du coup, mais le fonctionnement est identique. Et à ce moment-là, vous faites télécharger la licence. Et vous allez pouvoir retrouver la licence en fait par ce qu'on appelle par lot. Et donc, vous avez ensuite, voilà, si vous devez imprimer pour plusieurs personnes, vous avez simplement à imprimer ce fichier PDF et ça a extrait voilà, les différentes licences des personnes que vous avez sélectionnées juste avant. Voilà, dans l'ensemble, les différences notoires dans le système de gestion. Et encore une fois, après, voilà, n'hésitez pas à consulter notre tutoriel vidéo si vous souhaitez revoir toute la démarche depuis le début. Nous allons effectivement pouvoir passer aux questions désormais. Je ne sais pas si... Oui. Alors, il y a une première question. En gros, pourquoi la fédération a choisi de dématérialiser? Finalement, les licenciés se plaignent parfois, sont assez réticents à cette démarche. Alors, je vais peut-être y répondre moi directement. Premièrement, le gouvernement a promu dans le cadre de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, c'était en décembre 2020, le développement de la dématérialisation des licences pour l'ensemble des fédérations sportives délégataires avant, en tout cas, la campagne d'adhésion 2022-2023. Donc, il y a une vraie volonté de la part de notre ministère, mais également du gouvernement, d'accélérer ce volet de transformation numérique et d'accompagnement des clubs pour pouvoir passer à la dématérialisation. Donc, à l'instar de plusieurs fédérations sportives, notre comité directeur a pris la décision de dématérialiser les supports licences. Donc, on est sur, on va dire, une première étape de dématérialisation, puisqu'il peut y avoir d'autres étapes à venir, notamment le paiement en ligne ou autre. Hein. Donc, pour l'instant, on est sur une première étape de dématérialisation des supports de la licence.
qui fait suite cette année, sur cette saison sportive, à une expérimentation qui a été mise en place notamment par l'ISA avec à peu près 150 comités et clubs l'année dernière. Expérimentation au cours de laquelle on a pu voir remonter justement les problématiques et les évolutions nécessaires pour arriver à une dématérialisation, on va dire, plus optimale sur cette saison sportive. Donc voilà, j'espère que ça vous donne quelques éléments de réponse en tout cas. Alors, il y a une autre question, Sofiane me l'a postée. Donc, l'adresse email, est-ce qu'on peut mettre plusieurs adresses, enfin, la même adresse email pour plusieurs personnes dans le système, ou est-ce qu'on est toujours dans l'idée d'avoir une seule adresse mail pour chaque licencié? Alors, comme je vous ai indiqué juste avant, donc, on est toujours sur une adresse mail par personne, mais pour pallier à cette difficulté, si par exemple c'est un couple, on leur conseille de prendre une licence familiale et dans ces cas-là, comme j'expliquais, c'est que toutes les licences seront envoyées sur l'adresse mail du titulaire. Donc, il n'y aura plus besoin, enfin, il n'y a besoin à ce moment-là que d'une adresse mail de renseigner, celle du titulaire, et toutes les licences par mail seront envoyées avec un mail par personne, mais à la personne titulaire. Alors, on a également du coup donc des comités qui nous remontent le fait que certains clubs ne souhaitent pas imprimer, ou en tout cas se plaignent de ne pas avoir de version papier et ne souhaitent pas imprimer les licences. Donc là, en effet, l'objectif, c'est de ne pas les imprimer. C'est la nature même de la dématérialisation des supports. Donc, alors forcément, c'est une nouveauté, donc ça demande à être appréhendé par tout le monde et on peut comprendre certaines difficultés pour certaines personnes, mais voilà, malheureusement, c'est ce vers quoi on tend, c'est de plus en plus à utiliser de moins en moins de papier, et donc du coup, voilà, soit c'est sur le téléphone, une tablette, l'ordinateur, ou sinon, ce sera effectivement, vous pouvez encore imprimer, mais sur une feuille blanche. On a allégé d'ailleurs, justement, c'est pour ça qu'on a fait 2 documents désormais. C'est la carte licence d'un côté ou la carte baliseur d'un côté et le document annexe dans lequel il y avait toutes les autres informations, l'édito de la présidente, les garanties assurances, les tarifs, etc. Dans un document annexe qui est également dans le mail automatique. Mais afin que une personne souhaitant imprimer sa carte licence ait un minimum de choses à imprimer, c'était le souhait de cette personne. Merci Lisa. Alors, nous avons une question sur les licences qui sont utiles chez les partenaires, puisqu'en effet, ils permettent d'avoir des codes pour bénéficier davantage. Alors, du coup, est-ce que les PDF des licences risquent d'être copiés ou détournés par des non-adhérents? Alors, pour répondre à ces questions, on va dire que la licence aujourd'hui qu'on va imprimer en PDF, comme on avait antérieurement la licence sur une lettre carte papier, ont exactement la même, ça a la même signification, c'est la même logique. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur la même chose. Les partenaires vérifient toujours ils nous envoient souvent des fichiers pour qu'on puisse faire un rapprochement entre les personnes qui ont fourni des licences et les codes avantages qui ont été proposés. Donc, bien souvent, il y a quand même un rapprochement pour s'assurer que ce sont les bons adhérents qui ont montré leur licence auprès des hébergeurs pour pouvoir bénéficier d'un avantage partenaire. Alors, on a aussi une question concernant les codes d'accès pour accéder à l'espace Mon Compte pour des personnes qui n'ont pas d'adresse email et qui n'ont pas reçu donc leur licence en PDF, qui n'ont pas reçu de message de la fédération. Comment vont-elles faire pour se connecter à l'espace Mon Compte? Alors là, Lisa, je peux répondre. L'identifiant pour se connecter sur l'espace Mon Compte, c'est soit le numéro de licence ou soit l'adresse email. Donc, en effet, si la personne était déjà adhérente à la fédération de randonnée et connaît son numéro de licence, elle peut tout à fait continuer à se connecter sur l'espace Mon Compte avec son numéro de licence, quand bien même elle n'aurait pas reçu sa licence en PDF. Mais bien évidemment, il y a également une connexion possible par le biais de l'adresse mail pour se connecter à l'espace Mon Compte. Donc là, j'ai envie de dire, c'est comme avant, presque. C'est ça. La personne peut retrouver à tout moment sa licence dans l'espace Mon Compte de notre site ffrandonnée.fr et même pas que. On vous incite à y aller puisqu'ils peuvent retrouver toutes sortes d'informations et également elles peuvent également modifier d'elles-mêmes certaines informations telles que leur adresse,
elles peuvent changer leur mot de passe, etc. Donc voilà, qu'elles n'hésitent pas à y aller puisque c'est un espace vraiment créé pour elles. Je vois pas d'autres questions sur le chat, en tout cas. Alors, je viens de voir, elles arrivent souvent dans les spams. Alors ça, après, voilà, c'est vrai que certaines boîtes peuvent plus ou moins, boîtes mail peuvent plus ou moins bloquer. Donc, ne pas hésiter effectivement à communiquer à vos licenciés le fait qu'effectivement, il est possible que ça puisse se retrouver dans leur boîte spam et donc de vérifier effectivement que ça y est ou pas, si elles ne le trouvent pas dans leur boîte principale. Pour la licence familiale, est-ce que, Lisa, tu peux réexpliquer comment se passent du coup les mails qui sont reçus pour l'ensemble des rattachés? Est-ce qu'on reçoit un mail avec toutes les licences dessus? Est-ce qu'on reçoit plusieurs mails? Comment ça se passe? Non, alors justement, donc en fait, la personne titulaire, encore une fois, va recevoir par mail un mail par personne. Donc, elle va recevoir un mail à son nom avec sa licence pour elle, mais également un mail à chaque rattaché, donc au nom de chaque rattaché, avec à chaque fois la licence en pièce jointe. Donc, il y aura autant de mails qu'il y a de personnes rattachées à cette licence familiale. S'il y a un titulaire et 2 rattachés, il y aura 3 mails envoyés en total sur l'adresse mail du titulaire principal. Donc, bien évidemment, dans ce cadre-là, l'adresse email qui est utilisée pour se connecter à l'espace Mon compte sera l'espace personnel de la personne titulaire de la licence familiale. Pour les rattachés qui souhaitent se connecter à l'espace Mon compte, il faut qu'ils utilisent leur numéro de licence comme identifiant pour se connecter à l'espace Mon compte. Oui, pour l'identifiant, par contre, ça reste personnel. L'adresse mail n'est que pour la personne à laquelle c'est renseigné. Ça ne vaut pas pour l'ensemble des rattachés. Cette adresse mail ne sert que à tous les rattachés que pour l'envoi des licences. Et enfin, est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer, Lisa, comment ça se passe pour récupérer le mot de passe pour pouvoir se connecter à l'espace Mon compte et pourquoi on n'a plus le mot de passe sur la licence? Alors ça, c'est pour des questions de RGPD. On n'a plus le droit d'envoyer de façon visible le mot de passe. Donc, 2 choses. Donc, au tout début, lorsqu'il y a une création d'une licence, il y a un mail qui est envoyé avec un lien où la personne n'aura plus qu'à cliquer dessus pour créer elle-même son mot de passe. Si il n'y a plus ce mail, la personne ne sait plus ou voilà, n'a plus son mot de passe, il lui suffira simplement d'aller dans… alors, je peux même vous montrer, je vais vous partager à ce moment-là. Alors, quelques instants, je vais vous partager, comme ça je vais vous montrer, ce sera peut-être plus clair pour tout le monde. Donc voilà, vous arrivez sur notre site internet, vous allez dans Mon compte, et là vous avez « J'ai oublié mon mot de passe, je n'ai pas mes codes d'accès ». Vous cliquez dessus, et soit, alors s'il n'y a pas d'adresse mail qui était déjà renseignée, à ce moment-là, on vous incite à aller voir, à contacter par exemple votre club ou votre comité pour l'indiquer, puisque ce sera renvoyé par mail à ce moment-là. Donc là, c'est important dans ces cas-là, qui est l'adresse mail de renseigner dans le système de gestion. Et à ce moment-là, voilà, vous indiquez par exemple soit numéro d'adhérent d'identifiant ou email, vous validez et là, ce sera envoyé par mail ce lien, donc, comme je vous expliquais, qui vous permet de recréer votre propre mot de passe. Merci Lisa, ça me semble clair. J'espère que ça l'est pour vous. En tout cas, il n'y a pas de réaction, donc a priori, vous n'avez pas plus de questions sur cette partie de dématérialisation des supports licences. Alors, on a beaucoup de questions de la part des clubs, donc les bénévoles et puis notre salarié présent donc sur le secteur adhésion vous répondent et puis essayent de vous accompagner aussi sur ce volet dématérialisation qui n'est pas toujours très simple. On va passer à la thématique suivante, Lisa, donc sur l'honorabilité. De toute façon, si on n'a pas eu l'occasion ou si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à envoyer un mail à association. Ce qui est important, c'est que vous, comité, vous puissiez ensuite accompagner les clubs. Donc, si vous avez des questions, vous revenez vers nous et puis on essaye de tout vous expliciter bien en détail pour que vous puissiez vous-même ensuite accompagner les clubs pour essayer de désengorger un petit peu au niveau national parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur cette thématique. Alors, l'honorabilité, c'est parti Lisa, je te laisse reprendre la main.
Cécile, si tu peux juste mettre le PowerPoint. Donc, effectivement, maintenant, donc, on va passer au sujet du contrôle de l'honorabilité des bénévoles, donc sujet qui vous avait déjà été abordé l'année dernière, puisque, voilà, pour info, ça a commencé, voilà, on a reçu les premières informations du ministère en 2020, en milieu d'année. Et donc, pour rappel, c'était suite à la vague de révélation des cas de violences sexuelles dans le milieu du sport, que la ministre des Sports a souhaité systématiser le contrôle de l'honorabilité des bénévoles dans les associations sportives. Donc, nous, en tant que fédération sportive, on est soumis également à cette obligation. Et donc, d'un point de vue légal, on a l'obligation, mais on se doit aussi d'être solidaire des autres fédérations et de se sentir tout autant concerné par cette problématique-là et de devoir participer donc, à la mise en place de cette mesure qui est importante pour la sécurité de tous les pratiquants. Donc, vraiment, ces deux points-là, c'est que d'une part, c'est une obligation légale, donc on n'a pas le choix. Et en plus, il est important qu'on se sente concerné par cette cause. On a des clubs qui participent à des programmes avec des jeunes. Et au-delà de ça, ça peut être, tout le monde peut être concerné, que qu'on soit jeune, mineur ou majeur, on peut tous malheureusement être concernés par cette problématique-là. Donc, dans la nouveauté de cette rentrée 2021-2022, il y a désormais les formateurs qui sont également concernés par cette obligation de contrôle de l'honorabilité. Donc, désormais, il va être demandé à ce qu'ils soient également inclus dans le système de gestion, que cette partie-là soit renseignée pour eux et qu'ils acceptent le contrôle. Petit point aussi, c'est que c'est important que toutes les informations soient mises à jour, par exemple les coordonnées des membres du comité directeur au sein du système de gestion, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser également pour faire une extraction qu'on va ensuite envoyer au ministère, puisque c'est effectivement pas nous qui faisons ce contrôle. Nous, on transmet simplement les informations nécessaires à ce contrôle. Mais pour cela, il est important et même crucial que soient mises à jour les coordonnées dans l'onglet membres du système de gestion. Que ce soit tout ce qui est comité directeur, donc le président, trésorier, secrétaire au minimum. Et ensuite, autre nouveauté, c'est qu'on va vous demander également de renseigner les animateurs dans cet onglet membres, puisque dans la partie responsabilité, désormais, il y a animateur. Et donc, on a besoin, donc comme je vais vous montrer là maintenant, que ça soit indiqué. Alors, pour rappel, c'est les animateurs actifs. Donc, une personne peut être diplômée, mais ne plus être active. Donc, dans ces cas-là, nous, elle n'est pas comprise comme étant animateur actif. Mais un animateur peut également ne pas être diplômé et pour autant être actif. Donc, nous, c'est pour ça qu'on vous demande de nous renseigner cette responsabilité d'animateur dans cet onglet membres, parce que nous, on va se baser là-dessus pour ensuite pouvoir extraire les informations et les transmettre au ministère. Donc, ces deux choses-là de nouveauté, c'est que les formateurs sont désormais concernés et qu'on vous demande désormais de renseigner les animateurs actifs dans l'onglet membres. Autre chose, c'est que les personnes qui étaient soumises au contrôle de l'honorabilité l'année dernière et qui avaient déjà renseigné leurs informations dans le système de gestion n'auront pas besoin de le refaire. Les informations vont être automatiquement reportées jusqu'à cette année et renouvelées. Donc, il n'y aura pas de démarche pour ces personnes-là. Elles n'auront pas non plus à remplir une nouvelle attestation. Il n'y aura rien à faire pour ces personnes-là. En revanche, si une personne a quitté ses fonctions et n'opère plus les autres fonctions qui lui demandaient d'être contrôlée pour l'honorabilité, ou si une personne prend des fonctions désormais qui demandent le contrôle de l'honorabilité alors qu'elle ne l'était pas avant, il est important de mettre à jour ces informations-là. Donc,
en supprimant si une personne quitte ou en rajoutant les informations. Voilà, c'est vraiment pour ces personnes-là qu'il est nécessaire de faire des démarches. Autrement, il n'y a pas de démarche à faire. Voilà, dans l'ensemble, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Les animateurs et formateurs doivent-ils devenir des membres du comité directeur? Alors non, pas nécessairement. Non, non, il n'y a pas d'obligation. Simplement, nous, on a juste besoin que, au moins pour les animateurs, alors il y aura sûrement une évolution qui va être faite dans le système de gestion pour les formateurs, mais voilà, pour l'instant, c'est très récent pour les formateurs, donc ça n'a pas encore été inclus dans le système de gestion. Donc, on vous demande quand même de nous renseigner les informations pour les formateurs, mais c'est pas encore, il n'y a pas encore la responsabilité formateur qui est indiquée dans le système de gestion dans l'onglet membres. En revanche, ça l'est pour les animateurs, donc on vous demande simplement dans l'onglet membres de leur mettre comme responsabilité animateur. Mais c'est pas nécessairement, elles n'ont pas nécessairement besoin d'être dans le comité directeur. En revanche, voilà, pardon. Non, vas-y. Dans l'onglet membres, voilà, il y a des choses distinctes, hein, il y aura effectivement le comité directeur, donc toutes les personnes qui ont un mandat social et qui sont élues à renseigner, et les animateurs. Mais voilà, c'est deux choses différentes, elles se retrouvent dans le même onglet, mais voilà, il n'y a pas nécessairement de lien. Voilà. Alors, on a une question. Lisa, est-ce que tu peux bien nous rappeler, donc pour être dans la légalité en tout cas, est-ce que le contrôle d'honorabilité, donc il y a l'attestation à compléter par la personne du coup qui est concernée, et puis il y a également la partie à remplir dans le système de gestion de la vie fédérale. C'est ça. Alors donc effectivement, l'année dernière, hein, vous avez déjà communiqué, vous pouvez retrouver voilà, dans la base documentaire ou dans le système de gestion, mais une attestation que vous allez transmettre aux personnes qui sont concernées, qu'elles vont devoir remplir et signer, qu'elles vous transmettent ensuite. Et ensuite, vous avez, vous, à récupérer ces informations-là pour les renseigner dans le système de gestion. Il y a vraiment effectivement ces deux parties-là. Une pour recueillir l'information auprès du licencié et une deuxième qui est de les renseigner dans le système de gestion pour que nous, on puisse en faire l'extraction et transmettre ensuite voilà, ce fichier-là au ministère. Ce contrôle est demandé pour tous les élus membres, bureau, les salariés aussi, même si pas formateur ni animateur. Alors nous, voilà, effectivement, hein, toute personne élue, donc bureau, administrateur, c'est voilà, à partir du moment où elles ont un mandat social, qu'elles font partie de, voilà, qu'elles sont licenciées dans le club ou le comité, elles ont la nécessité à être contrôlées. En revanche, ça concerne les bénévoles, donc ça ne concerne pas les salariés. Alors, en tout cas, si le salarié n'a pas de fonction d'animateur ou de formateur, ou si lui-même n'est pas bénévole voilà, au sein du comité directeur, donc en effet, il n'est pas concerné. C'est ça. Nous, en tout cas, nous, en tant que fédération sportive, hein, on est ciblé sur les bénévoles. Donc, si effectivement, à côté de ça, cette personne, si elle est salariée, mais qu'elle a aussi une licence et qu'elle est animateur, là, elle sera voilà, prise en compte. Mais nous, voilà, on nous demande de transmettre pour les bénévoles qui ont une licence. On ne s'occupe pas des salariés. Alors Lisa, on a une question. En cas de contrôle, que devons-nous montrer comme justificatif? Le document papier, donc j'imagine l'attestation qui a été signée, quelque chose dans le système de gestion de la vie fédérale. Donc qui envoie peut-être les informations au ministère et comment ça se passe? Alors oui, alors il y aura, ce qu'il y a, donc vous récupérez les informations à partir de l'attestation, vous les renseignez dans le système de gestion, nous transmettons le fichier au ministère qui fait le contrôle à partir d'un système informatique qu'ils ont et qui va faire un croisement entre ce qu'on leur transmet comme information et des fichiers judiciaires. Et ensuite, si une personne se révèle avec un casier qui n'est pas compatible avec ses fonctions, à ce moment-là, le président du club on communique au président du club l'information afin que il puisse s'assurer que cette personne quitte les fonctions qui lui demandent de se soumettre à ce contrôle. Et cette personne peut rester licenciée, mais elle ne pourra pas garder ses fonctions. Voilà. Et pour revenir aussi,
Une personne peut ne pas vouloir se soumettre à ce contrôle, elle a le droit de... Mais à ce moment-là, elle doit, avant même qu'il y ait de contrôle, puisqu'elle ne souhaite pas se soumettre, quitter ses fonctions. C'est vraiment l'obligation, c'est que si elle souhaite avoir des fonctions dans un mandat social, avec un mandat social, être élue ou en tant qu'animateur ou formateur, elle a l'obligation de se soumettre à ce contrôle. Si elle ne souhaite pas se soumettre à ce contrôle, elle quitte d'elle-même ses fonctions. Et c'est après au président de club ou du comité de s'assurer que cette personne-là n'exerce pas ses fonctions. Alors, Lisa, nous avons une question. Est-ce qu'il faut conserver l'attestation papier? Oui. Oui. Alors, il n'y a pas effectivement, elle n'a pas besoin d'être renouvelée tous les ans, mais par contre, on vous demande, pour l'instant, de la garder en archive dans vos documents, tout comme le certificat médical, etc. Ça, après, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'honorabilité? Alors, le document d'honorabilité ouvre à une demande de casier judiciaire qui est habilité à la Fédération de pouvoir. Alors, nous, non, on n'accède pas au casier judiciaire des personnes. C'est le travail du ministère qui fait le recoupement. Nous, l'information qu'on aura à ce sujet-là va être en fait transmise à une référente qui est donc à la fédération, c'est Caroline Carpentier, qui est rattachée du ministère et qui va être chargée ensuite de transmettre l'information au club. Mais nous, personne à la fédération n'a accès au casier judiciaire des personnes. On aura simplement l'information par Caroline Carpentier, encore une fois, qui est rattachée au ministère, si une personne doit quitter ses fonctions, et à ce moment-là, elle contacte le club en lui indiquant la personne. Mais nous, on n'a absolument pas accès au casier judiciaire des personnes. Richard, tu as levé la main, tu souhaites intervenir? Oui, bon, c'est un sujet délicat et c'est un sujet sur lequel l'État, Lisa l'a bien rappelé, est fortement engagé. Donc du coup, moi, en tant qu'agent de l'État, en tant que directeur technique, je suis forcément un peu responsable, on va dire, aux yeux de l'État du déploiement de ces dispositifs. Donc juste peut-être deux petites précisions pour porter le projet. Donc on a bien conscience que pour l'instant, en tout cas, c'est un sujet qui nous épargne et on a envie de dire tant mieux. La campagne d'honorabilité nous permettra de le vérifier en tout cas et de consolider notre position ou pas. Mais en tout cas, le résultat de cette première campagne pour nous sera une espèce de test ou de miroir, en tout cas, d'évaluation de notre situation. Et donc, c'est un moment important pour nous, délicat et sensible, mais important. Ce que je voulais dire donc, c'est que tout ça se fait dans le plus grand respect des personnes. Donc, le processus qu'a présenté Lisa est respectueux d'un certain nombre de règles de droit liées aux personnes. Donc, elle a bien répondu en disant qu'on était au courant de rien et que, bien sûr, il ne nous appartenait pas à nous, ni personnel de l'État d'ailleurs, ni salariés de la fédération, que de contrôler individuellement les personnes. Tout ça se fait par un service spécifique qui a été mobilisé par les services de la justice, par les services de l'État. Donc nous, on est juste au courant des retours et encore, on est au courant des retours avec tout un protocole très maîtrisé, on va dire. Donc voilà, donc c'est un sujet, encore une fois, dont on mesure bien le caractéristique sensible. Et peut-être ce que je pourrais rajouter à ce qu'a dit Lisa, donc déjà peut-être en termes de méthode, on va essayer de se concentrer sur les animateurs dans un premier temps. Je suis désolé Lisa, je suis pas sûr de l'avoir entendu, mais qu'on va se concentrer donc sur les animateurs, donc ceux qui sont vraiment en contact des publics directs. Et puis dans un deuxième temps, peut-être on verra si on s'occupe enfin on verra pas, il faudra le faire, mais on s'occupera dans un deuxième temps des dirigeants. Pour des raisons de calendrier électif et puis pour des raisons d'organisation interne, on va se concentrer, on va dire, pour l'instant sur le public en charge des randonneurs et des jeunes qui sont en activité. Et puis, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que la fédération va essayer de communiquer auprès de vous et auprès de tous nos adhérents sur une vision un peu globale des choses, on va dire, sur un engagement collectif et complet
de recherche, on va dire, de bienveillance à l'égard de notre environnement. En gros, 3 piliers, on est tous engagés dans des programmes, et Louis l'a rappelé tout à l'heure, sur des programmes de vigilance vis-à-vis des sites itinéraires. Ça paraît être notre cœur de métier. On a des programmes pour être vigilants vis-à-vis de l'environnement, la biodiversité, le respect de la nature. Et là, le troisième axe, c'est être vigilant vis-à-vis des autres personnes, on va dire, et donc de notre environnement humain, et de nous engager dans quelque chose, voilà, qui vise au respect de l'autre, à la bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais aussi à la veille vis-à-vis de ce qu'on est susceptible de voir, d'entendre et de percevoir. Donc c'est un vrai sujet de société. Donc voilà, on aura des messages à faire passer auprès des élus des clubs. On sait que ce sera un sujet compliqué. On reprendra cette parole au moment du comité directeur de la semaine prochaine pour, là encore une fois, marteler le fait qu'on n'est pas dans une chasse aux sorcières, mais on est bien, voilà, dans une posture bienveillante et active vis-à-vis du respect qu'on se doit les uns les autres. Donc voilà, juste un petit message pour donner un sens fédéral, on va dire, à cette problématique nationale. Merci Richard. J'ai vu une dernière question qui était, donc, si la personne ne veut pas signer le document d'honorabilité, que devons-nous faire? Donc, comme je vous indiquais, une personne a le droit de ne pas se soumettre à ce contrôle, mais à ce moment-là, elle doit quitter ses fonctions, et c'est au président du club ou du comité de s'assurer que cette personne ne quitte ses fonctions et n'occupe plus de fonctions voilà, nécessitant ce contrôle d'honorabilité. Donc, voilà, c'est ensuite à la responsabilité du président de s'assurer de ça. Lisa, je pense qu'on a fait le tour de la thématique. On va passer au thème suivant, qui est le pass sanitaire. Donc, en avant sur le pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire, en effet, on a beaucoup de questions depuis la rentrée sportive sur ce pass. Donc, on va essayer aujourd'hui de répondre un peu aux idées reçues que vous avez ou voilà, aux quelques messages que vous avez pu voir passer. On va tâcher aussi d'être précis dans les réponses qu'on peut vous apporter. Et puis de voir ce que ça implique pour la Fédération française de randonnée pédestre, parce qu'on a beaucoup d'informations sur le pass, mais pas forcément en lien direct avec nos activités. Donc, on va essayer de revoir ça aujourd'hui. Alors, première information, donc qu'est-ce que le pass sanitaire? Je pense que vous le savez tous. Ça consiste en la présentation numérique via l'application Tous Anti-Covid ou papier d'une preuve sanitaire. Alors, cette preuve sanitaire, elle peut constituer en 3 éléments. Donc, un pass valable correspond soit à un test négatif qui est réalisé, donc RT-PCR ou antigénique, de moins de 48 à 72 heures selon les cas. Le certificat de vaccination qui correspond bien sûr à un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 1 semaine après la dernière injection. Et également, il est possible de présenter un certificat de rétablissement de la Covid avec un test RT ou PCR antigénique positif datant de moins 11 jours et de moins de 6 mois. Donc, pour ces 3 éléments, la personne peut présenter un pass qui est valable. Alors, depuis le 21 juillet 2021, donc il y a un nouveau décret qui est sorti et qui indique que tout pratiquant doit présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux ou aux événements suivants. Alors, le premier, c'est les établissements sportifs qui sont clos. On les appelle les ERPX, donc ça va concerner les piscines, les gymnases intérieurs, etc. Les établissements sportifs de plein air, donc là, on va les appeler type ERP-PA pour plein air. Donc là, on est sur un stade d'athlétisme qui est à l'extérieur, un stade de foot en extérieur. Donc, pour ces établissements, qu'ils soient sportifs clos ou de plein air, le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir y accéder. Ensuite, nous avons les événements sportifs qui sont organisés dans l'espace public et qui sont donc susceptibles de donner lieu à un contrôle d'accès des personnes. Donc là, on n'est pas forcément à des événements qui sont soumis à autorisation ou à déclaration préfectorale. En revanche, à partir du moment où vous mettez en place un accueil, même s'il est éphémère, c'est-à-dire un accueil où vous allez demander à un public de passer par une voie d'entrée pour pouvoir les contrôler, dans ce cas, le pass sanitaire sera exigé.
et obligatoire pour les participants. Et enfin, les compétitions et manifestations sportives qui sont soumises à une procédure d'autorisation et de déclaration en préfecture. Là également, du coup, le préfet vous demandera de lui donner le protocole de vérification des passes sanitaires pour les participants. Donc, vous avez en effet ces trois ou lieux ou événements pour la présentation d'un pass sanitaire. Ce qu'il faut retenir pour notre fédération. Alors, un petit rappel tout d'abord, c'est que nos itinéraires de randonnée et les sites de pratique de Longe-Côte ne sont pas considérés comme des ERP de type PA, donc des établissements recevant du public plein air. Mais on est bien dans nos activités, se déroulent bien dans des lieux de pratique qui sont dans l'espace public, c'est-à-dire que nous sommes donc soumis à la législation de l'espace public et non pas aux établissements. Ça veut donc dire que dans la mesure où vous organisez des randonnées, des sorties randonnées ou des activités qui se déroulent dans l'espace public, le pass sanitaire n'est pas exigé. Voilà, ça c'est important de le retenir. Les cas exceptionnels, donc on l'a dit auparavant, sont des événements qui ont un lieu d'accueil, même éphémère, avec un regroupement de personnes, ou une randonnée, une manifestation, une compétition qui est déclarée à la préfecture. Alors, pour rappel, les manifestations qui sont soumises à autorisation et déclaration, donc on rappelle que ce sont bien des manifestations qui se déroulent sur la voie publique, ouvertes en partie ou pas à la circulation, qui vont comporter un chronométrage ou un classement, qui vont compter plus de 100 participants. Donc, dans ce cas-là, ces manifestations sont soumises à autorisation et déclaration, et donc vous devez bien évidemment vérifier, enfin en tout cas exiger la présentation d'un pass sanitaire pour pouvoir y participer. Donc, en résumé, le pass sanitaire, il est exigé pour les prises de licence. On vient de dire non. Il n'y a pas de pass sanitaire qui est exigé lors de la prise d'une licence. Sur les manifestations qui sont déclarées en préfecture, oui. Pour les séjours et voyages, dans la mesure où vous allez prendre des transports, où vous allez être dans des lieux qui vont nécessiter la présentation d'un pass sanitaire, oui, le pass sanitaire sera exigé. Pour toutes nos formations qui vont se dérouler dans un temps sur un espace intérieur, donc oui, le pass sanitaire sera exigé. Et enfin, pour les activités du club qui n'ont pas besoin d'autorisation ou déclaration et qui se passent en extérieur, le pass sanitaire ne sera pas exigé. Je vois qu'il y a des questions, je poursuis ma présentation et on répondra aux questions après. Comment un club, du coup, doit organiser sa pratique? Alors, la première des choses qu'on a pu mettre dans le protocole qu'on vous a envoyé, c'est de désigner un référent Covid. Cette personne aura la tâche d'organiser le contrôle sanitaire et le respect des mesures. Voilà, en amont de l'organisation de votre événement, de votre compétition, vous devez, si jamais vous avez une sortie qui est prévue dans un stade d'athlétisme pour faire de la marche nordique par exemple, vous devez absolument avoir un référent Covid qui va pouvoir contrôler le pass et vérifier qu'il y a le respect des mesures barrières. Il faut prendre toutes les informations auprès du préfet, donc votre département, et auprès de votre commune concernant les activités. Le préfet est tout à fait habilité à renforcer les mesures qui sont les mesures nationales, mais à les renforcer sur votre territoire au regard de la pandémie et s'il y a une augmentation, du virus. Donc, il faut vraiment prendre attache auprès de votre préfet et de votre commune pour avoir des informations. Donc là, on vous a mis en lien le tableau du 9 août, qui est le tableau du ministère des Sports et qui synthétise toutes les informations liées à l'obligation ou pas du pass sanitaire en fonction de différentes catégories. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez dessus, sinon nous vous l'enverrons a posteriori de ce webinaire. Donc, ce qu'il faut le retenir aussi sur l'organisation d'une manifestation, une compétition, un séjour, donc où le pass sanitaire est exigé. Premièrement, vous devez définir un protocole. Alors, le contrôle du pass est bien évidemment obligatoire, mais vous devez en plus définir le protocole d'accueil des participants. Ce protocole, de toute façon, la préfecture vous le demandera. Sur l'organisation des séjours et voyages, etc., les personnes qui participent à ces séjours doivent savoir en amont quels sont les protocoles qui vont être mis en place à l'occasion du séjour. Il faut transmettre bien évidemment ce protocole aux participants et afficher les mesures barrières et d'hygiène à l'occasion de vos événements. Alors, qui va contrôler le pass sanitaire? C'est parfois une question qui revient.
Donc, le contrôle du pass sanitaire, il va s'effectuer par le responsable de l'établissement dans lequel vous allez aller ou par l'organisateur de l'activité. Donc, un des deux va désigner les personnes qui sont habilitées à effectuer le contrôle du pass sanitaire. En général, ce sont les personnes qui contrôlent habituellement l'accès ou à défaut celles qui organisent l'activité. Si vous allez dans un établissement où il y a habituellement quelqu'un qui vérifie l'accès en termes de sécurité auprès de l'établissement, ce sont souvent ces personnes qui vont effectuer le contrôle. En revanche, s'il n'y a personne à l'entrée en général de ces établissements, ça va être l'organisateur, donc le club, qui va devoir réaliser le contrôle des passes sanitaires pour les personnes qui vont y rentrer. Vous devez tenir un registre qui va indiquer les jours et les horaires de contrôle effectués, et non pas voilà, les contrôles, est-ce qu'ils ont été positifs ou négatifs, mais bien tenir un registre des jours et horaires des contrôles. Et enfin, attention, la précision est importante pour les équipements qui sont habituellement non contrôlés, c'est-à-dire qui sont en accès libre, en autonomie, où la pratique n'est pas organisée, ils ne sont pas soumis au pass sanitaire. Donc là, on a eu beaucoup de questions, notamment pour des parcs et des jardins qui peuvent être considérés voilà, pour certains clubs comme peut-être des lieux qui sont soumis à contrôle, puisqu'il y a des barrières. Dans la mesure où les barrières sont libres et que l'accès est tout à fait autorisé et se fait en autonomie, il n'y a pas de contrôle de pass sanitaire qui s'effectue sur ces lieux. Alors, on a déjà posé dans le webinaire quelques questions qui sont récurrentes et puis ensuite, bien évidemment, on répondra à vos questions. Alors, une des premières questions qui est récurrente, donc, un président de club peut-il imposer d'être vacciné pour prendre une licence? La réponse, c'est non. Le président de club ne peut pas imposer la vaccination qui n'a pas été rendue obligatoire par le gouvernement dans la population générale. Encore une fois, nos activités se déroulent sur l'espace public, donc nous n'avons pas la possibilité, enfin, nous n'avons pas le droit d'exiger ni la vaccination, ni le pass sanitaire. Alors, sinon, peut-il le faire rentrer dans son règlement intérieur ou dans ses statuts? Aujourd'hui, la réponse du ministère des Sports à cette question, c'est non, puisque voilà, ça n'a pas été rendu obligatoire par le gouvernement. Donc, très logiquement, le club, aujourd'hui, ne peut pas le faire rentrer dans son règlement intérieur ou dans ses statuts. Un président de club peut-il refuser l'inscription d'un licencié sur une randonnée qui va comprendre un repas ou dans un restaurant ou une visite d'un musée s'il n'a pas montré au préalable un pass sanitaire? Alors là, oui, pour ce cas-là, puisque dans le cadre de la préparation de la randonnée, nous savons que les adhérents vont être amenés à fréquenter un établissement qui va imposer le pass sanitaire. Et donc, le président peut tout à fait, en amont de l'inscription, prévenir que la personne aura à rentrer dans cet établissement et devra donc présenter le pass sanitaire. Là, l'idée, c'est d'éviter qu'une personne qui n'a pas le pass sanitaire et donc qui ne pourra pas participer aux activités qui sont proposées par le club prenne la place de quelqu'un d'autre. Donc, il peut tout à fait, dans le cadre en anticipation, en tout cas, prévenir les participants que le pass sanitaire sera exigé et que les personnes qui ne l'ont pas, du coup, ne s'inscrivent pas sur la sortie. Un club qui organise un séjour et voyage doit-il imposer un schéma vaccinal complet de ses licenciés avant de partir? Le vaccin n'est pas obligatoire. Attention, je vous l'ai montré tout à l'heure, nous avons 3 typologies de documents qui peuvent être présentés pour pouvoir avoir un pass sanitaire. Donc, pour les séjours et voyages, c'est vraiment le pass sanitaire qui va être obligatoire. Pourquoi? Parce que sur l'organisation d'un séjour et voyage, eh bien, il y a le voyage, tout simplement, le train ou l'avion qui vont nécessiter la présentation d'un pass sanitaire, le lieu d'hébergement. Et donc, comme nous l'avons dit à la question précédente, l'organisateur devra préciser en amont aux participants que le pass sanitaire sera exigé pour pouvoir participer au séjour. Un club peut-il suspendre un animateur qui accompagne des groupes de randonneurs s'il n'est pas vacciné? Alors là, la réponse est non, puisque en effet, les activités qui se déroulent sur l'espace public, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour les adhérents, tout comme pour l'animateur. Comment un club peut-il contrôler le pass sanitaire si l'animateur n'a pas de téléphone et donc n'a pas l'application Tous Anti-Covid Vérif pour scanner le QR code des documents numériques ou papier des pratiquants? Donc là, ce que le ministère nous répond, c'est qu'on peut considérer que dans le cadre des obligations de moyens du club, il doit fournir à l'animateur un smartphone qui est équipé de l'application Tous Anti-Covid Vérif, puisque hormis le contrôle de l'attestation imprimée, il n'existe pas d'autre alternative. Donc le club qui va mettre en place une compétition ou un événement bien en amont devra également s'assurer, dans le cadre de son protocole de vérification des passes sanitaires,
eh bien, que les personnes qui ont été nommées pour effectuer la vérification des passes sanitaires sont équipées d'un téléphone avec cette application pour pouvoir réaliser les vérifications. Quelles sont les responsabilités du président ou de la personne qui contrôle le pass si une des personnes a tout de même le Covid et que le groupe de pratiquants est impacté? Alors là, la responsabilité du président comme de la personne qui a été désignée pour effectuer le contrôle, ce qu'on leur demande, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre en œuvre la procédure, le protocole qui a été défini pour contrôler et vérifier les passes sanitaires. S'il y a en effet un faux pass qui est présenté, dans ces cas-là, c'est plutôt de la responsabilité de la personne qui va le présenter. Donc, dans ce cas, la responsabilité de l'animateur ou du président, ce sera de mettre en œuvre tout le protocole suite, du coup, à une personne qui a été qui a le Covid et donc de prévenir, bien sûr, l'ensemble du groupe et donc les cas contacts. Je crois qu'on a fini sur les questions qu'on avait pu recenser et qu'on souhaitait d'ores et déjà aborder avec vous avant que vous puissiez nous poser les questions. Alors Louis, peut-être, est-ce que Sofiane a pu te donner les questions qui sont ressorties dans le chat pour... Alors, on a effectivement quelques questions qui ressortent. Alors, on a des questions spécifiques et des questions un peu plus globales. Donc, je vais prendre plutôt les questions globales pour commencer. Est-ce que les parcs dans lesquels se trouvent les équipements sportifs de plein air sont concernés par le pass sanitaire? Donc, j'imagine plutôt... Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, l'entrée dans le parc, si dans l'absolu, il n'est pas habituellement sécurisé, c'est-à-dire si l'entrée est libre, il n'y aura pas de contrôle du pass sanitaire pour rentrer dans le parc. En revanche, si dans le parc, il y a un établissement recevant du public de plein air, là, évidemment, il faudra montrer le pass sanitaire pour pouvoir rentrer dans cet établissement. Après, on a des questions liées à les AG. Est-ce qu'il faut demander le pass sanitaire lors des AG? Alors, j'ai posté notamment la FAQ qu'on a... donc la foire aux questions qu'on a récemment postée sur l'onglet Covid du site internet, dans laquelle on a toute une page dédiée à l'AG. Donc voilà, là je ne sais pas s'il y a des précisions à apporter, mais je pense qu'il y a les réponses dans la foire aux questions. Alors là, on a une question aussi un peu spécifique, mais est-ce qu'il est possible de demander la vaccination pour des voyages? Donc j'imagine probablement des séjours et voyages, notamment lorsque le test qui donc contribue à un pass sanitaire ne couvre pas l'intégralité du voyage. Alors, pour les séjours et voyages, on ne peut pas imposer le schéma vaccinal complet qui permettrait à une personne, on va dire, d'être plutôt tranquille sur toute la durée du séjour. C'est illégal, il peut présenter le pass sanitaire qu'il souhaite, donc il peut très bien présenter un test PCR de moins de 48 heures. Par contre, il sera dans l'obligation de le réaliser toutes les 48 heures. Donc, en effet, je pense que l'idéal est plutôt de discuter avec ce participant pour voir dans quelle mesure il sera en possibilité de réaliser ce test toutes les 48 heures en fonction du lieu sur lequel vous vous rendez. Mais ça peut être une contrainte, une vraie contrainte. Alors, on a encore une question donc sur le pass sanitaire. Donc, est-il possible de demander le pass sanitaire en amont d'un événement et faire la vérification en amont sur l'application? Vérifier le pass sanitaire en amont. Il faudrait qu'on vérifie, mais j'ai envie de dire presque que logiquement non. La vérification se fait au moment où vous allez accueillir les personnes qui vont rentrer dans le lieu de l'événement. Donc, si vous avez un sas de contrôle, c'est à ce moment-là qu'il faudra vérifier le pass sanitaire, tout simplement parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont faire un test PCR, comme on l'a dit, au préalable ou antigénique de moins de 48 heures et qui, peut-être qu'une semaine avant l'événement, ne pourront pas vous présenter de pass sanitaire. Ça, c'est la première des réponses. C'était quoi l'autre question, Louis? J'ai oublié. Non, mais en fait, c'est la possibilité justement de faire ces contrôles-là en amont. Quoi qu'il arrive, c'est très compliqué de faire les contrôles en amont puisqu'on ne peut très logiquement que demander le QR code en fait lors de ce contrôle, puisqu'on n'a pas le droit de voir l'ensemble du papier du pass sanitaire.
pour savoir ce que la personne a fait. Est-ce que c'est un vaccin ou est-ce que c'est un test PCR? Ça, normalement, c'est à la discrétion de la personne. Alors, je pense en plus que dans le cadre de la transmission de votre protocole sanitaire, il faudra préciser comment vous allez contrôler le pass au moment de votre manifestation. Et donc, vous assurez que, enfin, si vous le faites en amont, vous assurez que la personne qui a présenté le pass une semaine avant est bien la personne qui vient à la manifestation. Alors ça, a priori, ça n'est pas possible puisque la vérification d'identité des personnes doit être effectuée par les forces de l'ordre et ne peuvent pas être effectuées par nous-mêmes, par les associations. Donc, j'ai envie de dire, je pense que c'est assez compliqué de le faire en amont, mais on pourra tout de même poser la question au ministère parce que, en effet, ça peut quand même soulager voilà, les clubs en termes d'organisation. De manière générale, il y a des cas spécifiques sur lesquels on n'aura pas toujours les réponses, ou en tout cas des réponses génériques. Donc, il y a aussi des cas qu'on traitera directement par mail ou par téléphone pour ceux qui le souhaitent. Alors, on a aussi une question un peu plus spécifique maintenant, puisque on n'avait pas de Calais qui nous explique qu'il y a 2 clubs qui organisent une manifestation de randonnée sur la même préfecture, j'imagine, mais dans une, il y a l'obligation du pass sanitaire, et pour l'autre club, il y a le port du masque. Donc, il dit qu'il y a une certaine incompréhension, il ou elle, pardon, dit qu'il y a une certaine incompréhension sur les clubs qui, du coup, ont du mal à comprendre les différentes règles. Ça, malheureusement, c'est un peu le lot. C'est parfois pas très simple de tout comprendre. Bon, on sait aussi que les préfets sont amenés à prendre des mesures complémentaires. Donc, en effet, le port du masque n'est pas obligatoire sur l'espace public. En revanche, il peut le devenir sur certaines zones par décision du préfet. Donc, tout dépend peut-être où va se dérouler la randonnée. Est-ce que c'est un lieu plus sensible qu'un autre? Voilà, aujourd'hui, on n'a pas forcément la réponse, mais en tout cas, il faut bien, dans le cadre de manifestations, se renseigner auprès de la préfecture pour savoir quelles sont les informations ou éventuellement auprès de la commune qui pourrait rajouter des contraintes sur la mise en place des activités. Oui, de manière générale, c'est les préfectures qui vont aussi donner des informations plus précises. Nous, on donne un contexte global et puis la préfecture va donner des informations plus précises sur l'événement ou la manifestation selon le contexte, puisque le contexte va aussi déterminer les décisions qui pourraient être prises par le club ou par le comité. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi lors de la déclaration de demander plus d'informations pour bien préciser du côté de la préfecture. Avant de donner la main à Richard, je voulais juste aussi intervenir sur la partie séjour et voyage, puisqu'on a eu la question concernant l'assurance Covid. Est-ce que notre assureur, aujourd'hui, Groupama, nous couvre sur la Covid pour l'organisation des séjours et voyages? Donc oui, aujourd'hui, Groupama nous couvre sur la Covid pour tout participant qui aurait pris une assurance annulation. Donc dans ce cas-là, s'il contracte la Covid avant de partir en séjour et voyage, il sera voilà, remboursé du coup des frais qu'il a pu donner dans le cadre de sa participation à ce séjour. En revanche, attention, rien à voir avec le pass sanitaire. L'assurance Covid ne permet pas à une personne qui ne présente pas le pass sanitaire pendant le séjour ou qui n'est pas dans la possibilité de faire un test PCR toutes les 48 heures et donc qui ne peut pas participer aux activités ou ne pas se rendre dans un lieu. Dans ces cas-là, il ne sera pas remboursé par l'assurance annulation ni dans le cadre de l'assurance Covid. Voilà, ce sont vraiment 2 choses séparées. L'assurance Covid et le pass sanitaire n'ont rien à voir. Richard, tu souhaitais intervenir. Oui, bon, d'abord, je voulais saluer votre professionnalisme sur la question parce que c'est quand même vraiment des sujets pas simples, en évolution permanente. Donc, je vous félicite parce que j'ai tout compris. Juste peut-être, donc effectivement, rappeler l'importance des décisions locales. Et du coup, la slide importante qu'a passé Cécile sur la définition de ce qui est un événement qui nécessite déclaration. Il faut se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de vos activités qui ne rentrent pas dans ce contexte de déclaration obligatoire et donc qui peuvent, d'une certaine façon, malgré tout, présenter des contrôles et des protocoles plus légers, on va dire, et du coup moins sous le contrôle de la préfecture, mais plutôt sous le registre de la règle générale que vous a présentée Cécile. Puis deuxième remarque peut-être, c'est que malgré tout, les chiffres sont bons, évoluent plutôt favorablement.
Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait encore dans les jours qui viennent un nouveau protocole qui nous soit présenté. Je ne lis pas dans les marques de café, personne ici sait de quoi demain sera fait, mais quand même, le ministère des Sports a été quand même particulièrement réactif, lui aussi. Alors, ça complique les choses parce qu'on en est, je crois, à la 19e version des protocoles. Mais bon, faut s'attendre à ce que la 20e arrive pour alléger encore un petit peu les dispositifs. La suppression obligatoire du masque est dans les tuyaux pour l'ensemble des territoires, on va dire. Donc, on peut imaginer que les rencontres sportives vont elles aussi bénéficier de quelques allègements. Donc, soyons attentifs aux jours, semaines qui arrivent. Merci Richard. Pour compléter ce que vient de dire Richard, c'est vrai, alors je pense que vous prenez bien sûr toujours contact avec le préfet et la commune, mais vous lirez aussi le tableau qu'on pourra vous transmettre sur les mesures appliquées depuis le 9 août, parce que dedans, on met quand même quelques informations complémentaires, notamment si vous participez à des activités dans le cadre du sport scolaire. Dans ces cas-là, il y a une exemption du pass sanitaire, quel que soit le lieu de pratique, qu'on aille dans des ERPX, ERPPA ou espaces publics pour les mineurs ou les majeurs. Donc là, c'est quand même une spécificité. Hein, si vous mettez en place voilà, des actions en lien avec l'UCEP ou avec, dans le cadre des actions Un chemin, une école, il faut quand même le noter. Pour les mineurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y avait quand même l'exemption du pass sanitaire jusqu'au 30 septembre pour tous nos clubs qui accueillent des mineurs. Donc ça, il faut le dire. Pour les manifestations aussi, à un moment donné, du coup, il y avait un seuil qui était fixé à 50 ou 100 participants. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de seuil fixé sur les manifestations. Donc voilà, hein, il y a un protocole qui est à mettre en place dans le cadre des activités soumises à déclaration d'autorisation. Mais en tout cas, il n'y a plus de limitation du nombre de participants, sauf bien sûr arrêté préfectoral. Mais ça, bien sûr, à vous de vous renseigner. Donc, n'hésitez pas. On n'a pas, voilà, on n'a pas fait le tour de toutes les informations qui, en tout cas, de toutes les déclinaisons des mesures sanitaires dans le cadre de ce pass. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les informations aussi sur les éléments qu'on va pouvoir vous fournir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une page spécifique Covid sur le site internet. Donc, je vais peut-être essayer de vous partager cette page pour que vous puissiez tac. Voilà, donc sur notre site internet, vous avez ici au milieu l'information Info Covid-19. Vous tombez ici sur la page d'information Covid avec tout le déroulé des informations qu'on a pu vous donner hein, concernant les mesures sanitaires. Le dernier donc, date en effet de la mise en place des mesures à partir du 9 août. Donc, vous pouvez cliquer ici sur lire l'article complet. Là, vous avez le fameux tableau du 9 août qu'on a évoqué ensemble, hein, avec les éléments complémentaires à la présentation d'aujourd'hui, que vous pouvez bien sûr voilà, lire. D'autres informations concernant nos activités. Et puis, tout en bas, alors, il y a le protocole sanitaire de la fédération qui a été mis en place et puis une foire aux questions sur lequel on a pu notamment répondre aux questions d'aujourd'hui. Le protocole sanitaire, le voici avec les éléments concernant les textes de référence, les principes généraux que nous vous proposons et puis ensuite l'organisation du club pour les pratiques et puis pour les manifestations, compétitions, séjours et voyages. Et enfin, un rappel des consignes émises par le gouvernement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y référer pour avoir d'autres informations complémentaires. Et puis, comme l'a dit Richard, en effet, pour l'instant, ces informations ces décisions sanitaires sont proposées jusqu'en novembre, alors mi-novembre ou 20 novembre, il me semble. Donc, on aura très certainement d'autres informations à venir et puis des nouvelles mesures qui seront à mettre en place dans le cadre de nos activités. Oui, Lisa, je vais vous demander de remettre vos vidéos peut-être pour clore ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le pass sanitaire où on a à peu près répondu à toutes les interrogations des participants? Non, vous ne me répondez pas, je pense que ça veut dire que c'est bon. Non, a priori. Tout le monde fait le nom de la tête. Donc... Non, il y a plutôt des commentaires, il y a pas vraiment des questions.
D'accord, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet avec la FAQ et puis le protocole qui vous donne des éléments, et puis à revenir vers nous si jamais vous avez des questions de club auxquelles vous n'êtes pas en capacité de répondre. Peut-être que nous non plus, on n'a pas les réponses à tout, donc dans ces cas-là, Richard a un contact directement auprès du ministère pour pouvoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes et avoir assez rapidement des éléments de réponse. Juste peut-être un commentaire par rapport à une remarque qui vient d'être faite sur les obligations. Et il y a toujours, il y a souvent ce débat entre finalement les clubs fédérés sont les structures les plus impactées par le Covid et il vaudrait mieux faire une pratique sauvage ou je ne sais quoi. Alors bon, faut reconnaître que des fois on a des contraintes dans les groupements associatifs, on va dire, qui peuvent paraître plus exigeante que dans la pratique individuelle. Par contre, que vous soyez affilié ou pas, il y a une question sur est-ce que les structures non affiliées peuvent déroger aux règles sanitaires. Non, elles s'imposent pour toutes les structures officielles, on va dire, déclarées en tant que telles. Donc, ce n'est pas des règles fédérales en tant que telles. Et le protocole fédéral tel qu'il est proposé par Cécile, enfin tel qu'il a été évoqué, tel qu'il est proposé par la fédération, c'est un protocole en effet qui est interne, mais comme toutes les règles de la fédération, le jour où il y a un problème dans une structure qui est non affiliée, toutes nos règles font foi et toutes nos règles font référence, y compris d'un point de vue juridique, parce que nous sommes l'organisme reconnu par l'État comme délégataire et comme donc compétent pour organiser la pratique. Donc, quelqu'un qui dérogerait à nos règles, même en n'étant pas affilié, s'expose à quelques difficultés, à quelques reproches, si toutefois son activité devait passer en justice. Donc, je sais qu'on a eu déjà quelques retours nous disant, oui, nous, on est sérieux, on fait les choses comme il faut, et dans le club à côté qui n'est pas affilié, c'est n'importe quoi. Faut savoir qu'ils prennent de gros risques et puis que il nous appartient pas de faire la police, mais néanmoins, si on considère qu'ils sont une gêne parce qu'il y a des mélanges de population ou qu'il y a une influence négative, faut pas hésiter à en parler. C'est effectivement pas normal. Ils répondent aux mêmes obligations que vous. Merci Richard. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que bien évidemment, la commission médicale recommande à l'ensemble de ses adhérents d'être vaccinés pour participer aux activités du club. Donc, il n'y a pas d'obligation. Enfin, on sait quand même qu'il y a quelques clubs qui mettent en place des activités santé avec un public un peu fragile. Donc, voilà, la recommandation, en tout cas, de la commission médicale est plutôt d'aller dans ce sens pour pouvoir favoriser au maximum les activités et la reprise, on va dire, de nos activités sur le territoire. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va clore aujourd'hui ce webinaire. On vous remercie pour votre participation. On sait que c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir à la fois se voir et se parler. Mais c'est plus simple aussi en termes d'organisation. Donc, on vous remercie pour votre participation, pour les questions que vous avez pu poser. Nous enverrons un mail à l'ensemble des comités donc, avec l'enregistrement de ce webinaire et puis le diaporama qui a pu être diffusé aujourd'hui pour que vous puissiez le réutiliser auprès des rencontres ou des événements que vous pouvez organiser avec vos clubs. Louis et Lisa, si vous souhaitez dire 2 mots avant de conclure. Richard également, et je ne sais pas si Bruno est encore présent. En tout cas, merci encore pour votre présence à ce webinaire et on espère avoir pu répondre au maximum de toutes vos interrogations et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur un sujet en particulier ou pour les clubs qui vont avoir accès à la rediffusion de ce webinaire, n'hésitez pas à contacter le responsable adhésion donc de vos comités. Pourront répondre à vos questions. Et encore merci. Merci à tous et bonne rentrée sportive à tous les comités et tous les clubs. Tu m'obliges à prendre la parole, mais je ne veux pas conclure. Écoutez, merci à vous tous d'être présents. Merci à l'équipe pour avoir préparé ce travail indispensable et bien structuré. Donc, merci beaucoup.
Et puis, j'espère que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, on sera dans des choses plus joyeuses, parce que celles-là sont toutes nécessaires, indispensables, mais bon, finalement, on parle beaucoup de contraintes. Mais j'espère que la prochaine fois, on aura l'occasion de se rencontrer, je le répète, pour discuter du déploiement de notre projet fédéral qui nous tient tant à cœur. Merci Richard. Eh bien, écoutez, merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, bonne journée et bonne rentrée. Au revoir.